Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Salut à tous et bienvenue pour le grand retour des émissions draft dans ce 449e numéro des podcasts Touchdown Actu. On vient de passer la mi-saison en NFL et certaines franchises ne rêvent déjà plus de playoffs. L'occasion est belle donc de s'intéresser aux principaux prospects qui pourraient constituer le plateau de la draft 2022 avec aujourd'hui un power ranking des positions de la moins glamour à la plus excitante pour aborder les 11 positions dont nous allons parler aujourd'hui. Je suis accompagné par l'homme qui met l'accent et même son accent sur le scouting des futures vedettes, celui qui possède déjà un mème après à peine un an de podcast, monsieur Jean-Michel Boujard. Salut Jean-Mi. Salut Greg, bonjour à toutes, bonjour à tous. Toujours un plaisir de te retrouver. On est donc parti pour 6 mois, donc pour un sprint de 6 mois vers l'événement de Las Vegas. On rappelle, pour ceux qui l'ignoraient encore, mon petit Jean-Mi, qu'on te retrouve aussi sur le site youngstarobservatory.com de l'excellent compère Romain Terrasse. C'est aussi le cas du non moins brillant Victor Rouillet que vous devriez a priori retrouver la semaine prochaine. Pour les précisions, je l'ai donc dit, on est parti pour les échéances à venir. On précise quand même au passage qu'à l'heure où on se parle, les inscriptions à la draft ne sont pas finalisées. Elles le seront officiellement à la fin du mois de janvier. Ça ne nous empêche clairement pas, Jean-Mi, d'avoir un premier contour des différents postes et on commence dès à présent avec les positions 11 à 8. C'est parti. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Alors, 2 axes, Jean-Michel, pour analyser les différentes positions de ce plateau 2022. Le premier, on va l'appeler un petit peu les 3 heures. Il nous sert à savoir si une classe se démarque par sa valeur, avec du talent immédiat, sa profondeur, avec moins de stars mais beaucoup de choix, ou son côté prometteur avec plus d'espoir, sur le moyen long terme. On commence par la 11e position, et d'un point de vue consensuel au sein de la rédaction, c'était plutôt la position de tight end. Du coup, j'imagine qu'on s'oriente peut-être plus sur du côté prometteur avant tout. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Mais moi, je pense que dans cette classe de Titan cette année, pour la draft 2022, on aura un très bon prospect, mais ensuite, c'est vraiment des espoirs. C'est ça qui fait vraiment ce classement, dernière position, quoi. Parce qu'on a un très très bon prospect, c'est Jalen Wydermyer de Texas A&M. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui est très bon en réception, c'est quelqu'un qui est très bon en bloc. Mais bon, c'est pas non plus Kyle Pitts qu'on a eu l'année dernière, déjà. Ensuite, quand on voit la classe de l'année dernière, il y avait Pitts qui est extraordinaire, mais il y avait aussi Pat Freiermuth qu'on commence à bien voir avec les Steelers maintenant. Et la QV de 2022, alors oui, il y a des espoirs, on va en parler un petit peu, mais voilà, c'est pas extraordinaire. Hormis Wydermyer, qui est pour moi un top 50, mais plus fin premier tour et deuxième tour. Ensuite, bon, c'est plus des espoirs. C'est ça, en fait, derrière, on va dire que c'est plus disparate. Sur le deuxième, il n'y a pas une unanimité folle. On peut le dire, on avait parlé de Jalen Billingsley, par exemple, d'Alabama, homme un petit peu à tout faire, étonnamment athlétique pour son gabarit de tight end et qui a pas forcément confirmé la saison passée. Et puis, on a 2 autres prospects qui montent au fur et à mesure, mais dont on ignore totalement les compétences. C'est Trey McBride de Colorado State et Isaiah Likely de Coastal Carolina. Je pars sous ton contrôle, attention. Non, tu rigoles. C'est toi qui dois absolument valider. Mais non, mais voilà, blague à part, c'est vraiment dans cette optique-là où en effet, il peut y avoir un côté de valeur dans le sens où potentiellement avec Wydermyer, on a une idée plus ou moins de ce qu'on peut récupérer. Mais c'est vrai que si on regarde globalement, faut peut-être pas s'attendre à avoir une QV extraordinaire dès cette saison. On est presque un peu plus que si on part sur le deuxième axe de comparaison, sur le deuxième axe de lecture, qui était le plus le comparatif avec les précédentes drafts. Tu parlais de la draft 2020. On se rapproche peut-être d'une draft 2019 où Cole Kmet était beaucoup mis en avant et derrière c'était un peu plus indécis, non?
Oui, c'est ça. Enfin, 2020, tu veux dire, pour Cole Kmet et Oui, pardon, Afiasi. 2020, tout à fait. Oui. Oui, voilà, ouais. Mais moi, je trouve que cette classe, à la limite, elle est meilleure que 2020. Elle est moins bonne que 2021, mais elle est meilleure que 2020. Pour moi, elle se rapprocherait même de celle de 2019, où au top, on avait Hawkinson. Et je pense qu'Odermeyer, franchement, pour moi, il est aussi bon qu'Hawkinson. Alors après, il sera pas pris en numéro 8, hein, faut pas rêver, parce que quand même, c'était une erreur, hein, faut pas se le cacher. Mais ensuite, alors, ce qu'il y a quand même d'intéressant, c'est qu'il y a pas mal de profils différents qui viennent ensuite. Alors, ça sera pas des joueurs du premier tour, peut-être même pas forcément du deuxième. Mais tu vois, tu parlais d'Isaiah Likely, c'est un super tight end au niveau réception, qui joue à Coastal Carolina. Tu as parlé de Trey McBride, qui est lui un petit peu différent, qui est quand même plus costaud, meilleur en bloc, mais qui joue dans une petite université, d'une conférence un peu plus modeste à Colorado State. Après, on a quand même aussi pas mal de profils intéressants, comme Charlie Collard d'Iowa State, comme Jack Ferguson de Wisconsin, comme Rucker d'Ohio State ou Sam Laporta d'Iowa. Il y a des bons joueurs, mais voilà, quand même, on définit une classe par les joueurs qui sont à son top et au top, franchement, à part Jalen Wadermeyer et qui en plus n'est pas du niveau de Kyle Pitts, ben voilà, on reste encore un peu sur notre fin, alors ouais. on enregistre. Ouais. La 10e position, alors je vais le dire d'emblée, on est peut-être plus sur une classe défensive à l'orée d'avril 2022. Pourtant, il y a une position qui a l'air plus décriée que les autres dans ce secteur défensif, c'est le poste de lineman défensif. Alors on inclut pas mal de choses, tout ce qui est nose tackle, defensive lineman, en gros pour one take, three take, five take, on va dire plus ou moins tout ce qui se rapproche plus ou moins de l'intérieur de la ligne, que ce soit sur de la 34 ou de la 43. Là, en l'occurrence, j'ai presque envie de dire, on n'est pas loin de la situation du poste de tight end, c'est-à-dire un gros au-dessus et peut-être un petit peu moins de compétences, même si je suis peut-être un petit peu sévère parce qu'il y a quand même quelques joueurs qui font parler du côté de Georgia. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais du coup, valeur, prometteur ou profondeur? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Ah, plutôt prometteur parce que justement, moi, je trouve que cette cuvée de defensive tackle, elle manque de profondeur. C'est surtout ça pour moi qui pêche. Parce que finalement, quand tu regardes les joueurs qui sont au top de cette cuvée, on va en parler. Pour moi, c'est meilleur que 2021, c'est meilleur que l'année dernière où, on le rappelle, il y a eu aucun defensive tackle choisi au premier tour. Alors oui, Christian Barmore, il aurait pu postuler un premier tour. Franchement, il a le niveau, mais il n'a pas été fait. Il y avait qui? Il y avait Levayan Vuzurike. Voilà, c'était pas extraordinaire. Cette année, je trouve qu'il y a un peu plus de joueurs intéressants. Par contre, en profondeur, ça part vraiment très, très vite, je trouve. Après les 5-6 premiers choix, ensuite, c'est vraiment des joueurs dont tu espères qu'ils apporteront quelque chose, mais il n'y a pas beaucoup de certitude. Mais au top, donc oui, comme tu disais, tu as parlé d'un joueur, ben forcément on est d'accord, on peut pas se tromper, c'est DeMarvin Leal de Texas A&M, parce que c'est un joueur très pénétrant, qui a beaucoup de pass rush, qui sait faire beaucoup de choses. On le voit souvent aligné en defensive end dans une défense à 4, on le voit aligné à l'intérieur dans une défense à 3. Il sait vraiment faire beaucoup de choses, donc c'est un joueur très très intéressant. Ensuite, il y a quand même des bons joueurs aussi. Tu parlais de Georgia. Alors, déjà, ils en ont 4 pour 3 places devant qui sont extraordinaires. Alors, il y en a un, on va pas en parler parce que ça sera pour la draft 2023, c'est Jalen Carter. Mais pour 2022, tu as quand même Travon Walker qui est très bon. Tu as quand même Devante Wyatt qui est très bon. Et puis surtout, tu as le nose tackle Jordan Davis. Alors après, c'est un nose tackle. Oui, pardon, non, j'allais dire, c'est un joueur, ouais, pour le coup, vraiment en termes de force de pénétration pour un nose tackle, il y a cette capacité à être hyper athlétique là aussi. On l'a vu faire des poursuites. Alors, on sait que chaque année, de toute façon, il y a des prouesses physiques absolument détonnantes à chaque classe de draft. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on le voit être hyper réactif pour un nose tackle. C'est sûr que forcément, on peut pas l'utiliser sur tous les snaps et c'est peut-être ce qui va jouer en sa défaveur pour lui permettre de garder un petit peu de fraîcheur à l'échelon supérieur. Mais on est quasiment sûr et certain que sur les snaps où il sera utilisé, ça pourrait être un danger quasi permanent. Oui, voilà, exactement. Parce que c'est vraiment impressionnant de voir ce gabarit. Je sais pas combien il fait, il doit faire plus de 140 kilos et le voir courir comme il court, c'est incroyable, quoi. Mais bon, une fois qu'on a parlé de Marvin Leal et de Jordan Davis, qui sont deux potentiels premier tour, ensuite, ça perd quand même pas mal en qualité, quoi. On est quand même très loin, vu qu'on compare un petit peu les classes de draft, on est très loin de 2019, où on avait Quinian Williams, Christian Wilkins, Ed Oliver, Dexter Lawrence, Simmons, etc. On est quand même assez loin de ce niveau-là, quoi. Perion Winfrey, Ascal Garrett, ce sont de bons joueurs, mais ça manque un peu de profondeur, quoi. Après, il y a des sleepers, forcément. On peut en évoquer un ou deux, mais... Ouais, bah, si tu veux en citer, de toute façon, on développera un petit peu plus, hein. Je l'ai pas précisé en intro, mais voilà, là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une photographie globale des principaux postes et de ce qu'on peut légitimement en attendre à l'heure où on se parle,
au niveau du plateau de la draft, mais il y aura bien entendu les émissions thématiques à venir chaque semaine pour analyser dans le détail une position, comparer certains joueurs, analyser les points forts, les points faibles des uns et des autres. Donc il y aura l'occasion de le faire, mais si tu veux citer éventuellement un ou deux skippers qui viennent à l'esprit justement pour dire que cette position a peut-être un peu plus de profondeur qu'on pourrait le soupçonner sans forcément en avoir autant que d'autres positions, n'hésite pas, Jean-Mi. Oui, ben par exemple, on pourrait parler de John Noville. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. C'est un joueur qui vient, ben justement, on parle un petit peu des petites facs. C'est North Texas, c'est une petite conférence, c'est la conférence USA. Mais j'aime bien ce joueur John Noville parce que ben, c'est un senior, c'est quelqu'un qui a vraiment un super caractère. Je vais pas m'éterniser son histoire, mais c'est vraiment une belle histoire. Donc c'est vraiment quelqu'un qui me donne beaucoup de certitude au niveau de son côté travailleur. Alors après, c'est un obstacle, il est très très imposant, mais alors il fait beaucoup de dégâts. Alors après, c'est sûr que par rapport à l'opposition qu'il rencontre chaque semaine, c'est peut-être à relativiser. Mais John Noville, pour moi, voilà, c'est le type de bon joueur qui définit un petit peu la QV de cette année. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on pourra prendre en fin de troisième dans les champs compensatoires ou au quatrième tour et qui pourra apporter dans une rotation. Mais en dehors de ça, voilà, la QV est quand même relativement pauvre et c'est pour ça qu'elle est dixième. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a un profil qui est très symbolique de cette classe, c'est un Travis Jones, par exemple, à Connecticut, qu'on a aussi vu également parfois en position de nose du côté de Yukon, mais qui malheureusement, au-delà de son profil hyperathlétique, on en attend beaucoup lors du processus draft, parce qu'on n'a peut-être pas l'occasion d'en voir autant que ce qu'on pourrait espérer en voir dans un programme de Connecticut qui est quand même vraiment dans le creux de la vague. Donc voilà, ses prestations, on va dire, à la fin de l'hiver, début du printemps, vont être extrêmement importantes dans cette optique-là. 9e position de ce Power Ranking, c'est le poste de running back. On peut en profiter, hein, Victor n'est pas là, quelle belle classe. Non, blague à part, on peut difficilement parler de valeur sur cette position de running back. Est-ce qu'on peut parler pour autant de profondeur, selon toi, Jean-Luc? Ben, comme tous les ans. Oui, comme tous les ans. C'est d'ailleurs pour ça, c'est une des raisons principales qui fait que cette position est un petit peu dévaluée à la draft. C'est pas simplement parce que la NFL s'oriente de plus en plus vers le jeu aérien. C'est aussi et surtout parce que tous les ans, mais absolument tous les ans, qu'il y a une quinzaine, une vingtaine de running backs qui pourront contribuer dans un comité NFL parce qu'il y a cette qualité-là. Donc oui, cette année, en 2022, ça sera la même chose. On aura beaucoup de profondeur. Ce qui manque un petit peu à cette QV, c'est vraiment d'avoir des joueurs au top qui sont vraiment au top. Ne serait-ce que l'année dernière, par exemple, quand on avait Najee Harris ou Travis Etienne, on voyait très bien que c'était deux coureurs avec vraiment des qualités au-dessus de la moyenne et largement. Après, on peut toujours discuter, est-ce que les franchises ont bien fait de les prendre au premier tour ou ils auraient dû attendre, etc. C'est un débat. Mais en tout cas, c'était vraiment des joueurs exceptionnels. Là, cette année, il y a des bons joueurs, mais il manque un petit peu cette qualité vraiment ultime où tu te dis, il est exceptionnel. Et en plus, tu vois, juste avant de rentrer dans le détail de quelques joueurs quand même qui sont intéressants, cette QV 2022, elle souffre de la comparaison avec la QV qui viendra en 2023. Parce que ces joueurs-là, qui sont donc pas encore éligibles à la draft, ils jouent déjà au niveau universitaire. Et ce sont eux les meilleurs. Ce sont eux que toutes les semaines, on les voit faire des choses fantastiques. Les Bijan Robinson de Texas, les Tanks Bigsby d'Auburn, voilà, les Zach Evans de TCU, etc. Ils sont déjà meilleurs que ceux qui seront prêts pour la prochaine draft. Donc, c'est aussi pour ça que cette QV 2022, elle est un peu dévaluée. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on reste sur la fameuse politique, entre guillemets, ces dernières années des joueurs ultra polyvalents. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs assez costauds qui démontrent une certaine valeur en sortie de backfield. Ça, on sait que c'est de plus en plus recherché et on voit qu'il y en a pas mal. Les principaux noms, forcément, qui sortent du chapeau, c'est Isaiah Spiller de Texas A&M, c'est Bryce Hall d'Iowa State. Mais si on regarde un petit peu plus loin, ou même peut-être pas si loin que ça, on a Kenneth Walker de Michigan State qui est, à l'heure où on se parle, l'un des principaux candidats pour être le meilleur joueur universitaire à la fin de la saison. Et puis, on a également d'autres profils. Je pense à un Tyler Algier, par exemple, du côté de BYU. Vraiment, ce type de joueur qui reste très, très difficile à plaquer et qui, dans certains systèmes NFL où on aime beaucoup courir, je prends des exemples comme ça, mais voilà, Browns, Niners ou ce type d'équipe où, avec une bonne O-line, on peut vraiment faire des dégâts. Bah, en l'occurrence, c'est vraiment des running backs qui peuvent être hyper performants, même si je te rejoins, ça vaut peut-être pas le coup d'investir un premier tour. Surtout quand on voit, par exemple, que des Saquon Barkley ou des Christian McCaffrey traînent beaucoup de problèmes de blessures, que Travis Etienne, qui a été drafté l'année dernière, fait déjà une année blanche lors de sa campagne rookie. Donc, c'est vrai que ça refroidit un petit peu, en effet, dans une NFL qui reste avant tout pass-friendly de plus en plus, quoi. Et oui, c'est ça le souci pour les coureurs. Parce que le talent, ils en ont. Tu vois, tu parlais de Nick Chubb, tu parlais des Browns, mais on peut comparer Bryce Hall à Nick Chubb. Et on voit très bien ce qu'apporte Nick Chubb aux Browns. Donc, c'est important d'avoir un très bon coureur. Et je pense que Bryce Hall, il fera du bien à une équipe NFL.
Mais bon, voilà, quoi. Effectivement, pourquoi prendre ce risque? Parce que toutes les positions sont exposées au choc, mais plus encore les coureurs. Donc, et puis tu parlais de la NFL moderne. Alors c'est pour ça que certaines franchises vont plutôt attendre le tour 5 pour prendre des joueurs qui sont peut-être un petit peu moins performants à la course, mais qui le sont quand même, mais qui vont apporter dans le jeu aérien. On peut penser à même un Kyren Williams de Notre-Dame, Ouais. ou un joueur que j'aime bien, moi, qui serait un petit sleeper, c'est Travis Dye d'Oregon. Parce que c'est un joueur qui, il sait porter le cuir, évidemment, c'est un coureur, mais il apporte aussi beaucoup dans le jeu aérien. Il sait réceptionner les ballons. Donc voilà, je pense que les franchises vont, comme pratiquement tous les ans, ils vont attendre. Il y en aura 2-3 qui partiront au second tour, ceux que tu as cités, les Brice Hall, Isaiah Spiller et Kenneth Walker, et puis ensuite ils attendront un petit peu. Oui, c'est ça. Il y a peut-être des similitudes avec la draft 2020, par exemple. On avait attendu notamment le début du deuxième tour pour dégainer sur des profils type DeAndre Swift ou Jonathan Taylor. Ce serait pas impossible, en effet, qu'on ait cette tendance du côté des franchises NFL à se dire ça peut valoir le coup, mais peut-être pas au prix d'un premier tour. Voilà. Et ça, on sait que Victor adorera cette idée-là, en l'occurrence. On termine cette première partie d'émission avec la 7e place du Power Ranking et on prend la direction de la ligne offensive, la ligne intérieure en l'occurrence, donc où on réunit plutôt les gardes et les centres. Du coup, même question, Jean-Mi, valeur, profondeur, prometteur. Il y a des beaux bébés maintenant, est-ce qu'il y a suffisamment de noms? Pour moi, c'est la valeur. Moi, quand même, il y a de la valeur. Moi, franchement, j'étais pas trop d'accord, mais c'est bien qu'on soit pas d'accord aussi. C'est ça la discussion. Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de valeur au top, quoi. Il y a un centre qui est exceptionnel. Il s'appelle Tyler Linderbaum, qui joue à Iowa. Voilà, il est hyper athlétique. C'est vraiment un centre qui est bon en protection, qui est excellent pour le jeu de course avec sa façon de décrocher, d'aplatir les linebackers. Enfin, il est vraiment excellent et il est pas seul en plus. Il y a un guard que j'aime beaucoup, qui pour moi vaut un premier tour, voire même une première moitié de premier tour. C'est Kenyon Green de Texas A&M. Pour moi, il est exceptionnel. Et ensuite, il y a aussi de la profondeur, il y a de la qualité. Mais déjà, la valeur au top, pour moi, elle est excellente. Pour moi, c'est une très, très belle cuvée. Pour moi, c'est la meilleure depuis 2-3 ans. On parle de deux joueurs potentiellement top 15, en l'occurrence. Ah oui. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Pour moi, c'est vraiment meilleur que 2021, c'est meilleur que 2020, c'est même meilleur que 2019. Ça se rapproche de 2018 où on a eu Quentin Nelson, Ragno, etc. Rien qu'avec ces deux joueurs-là. Ensuite, il y en a quelques autres qui sont intéressants aussi. Oui, voilà. Après, c'est toujours pareil, ça dépend un petit peu. On sait que sur la ligne, il y a toujours cette difficulté à savoir si un joueur est plutôt tackle, plutôt garde. Tu prenais l'exemple de Kenyon Green. À part la position de centre, il a quand même été beaucoup baladé sur la O-line des Eagles justement pour trouver sa position préférentielle, lui qui était une grosse recrue en sortie de lycée. Et donc c'est vrai que ça pose un petit point d'interrogation. On a quelques profils intéressants qui étaient très discrets ces dernières années parce que peut-être pas suffisamment matures. Mais tu prends un Zion Johnson par exemple du côté de Boston College. À un degré moindre, moi je trouve qu'il est quand même très intéressant, plus sur le run-stop en l'occurrence, mais Jamari Sawyer du côté de Georgia, pour moi, fait pas tâche non plus. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de possibilités et ouais, il y a quand même malgré tout quelques bonnes affaires. Après, je te rejoins sur le côté voilà, vraiment valeur. Par contre, du coup, si je te suis, c'est quand même par rapport à la saison passée, par exemple, une meilleure classe de lineman offensif. C'est ce qui t'inciterait à les mettre un peu plus haut à titre personnel que cette 7e place consensuelle. Ah oui, oui, exactement. Rien que Linderbaum et Kenyon Green, déjà, pour moi, c'est exceptionnel. Parce que Green, tu vois, tu parlais, il cherche un petit peu sa meilleure place et tout. C'est vrai qu'il était tackle au lycée, c'était d'ailleurs le lycéen numéro 1 du Texas. Et déjà, ça veut tout dire. Mais je pense que c'est surtout parce qu'il est polyvalent et comme ils ont eu des soucis sur la ligne offensive, donc il a un petit peu baladé, mais parce qu'ils en avaient besoin, quoi. Mais sinon, sa meilleure place, c'est guard et ça va être un top guard. Je veux dire, moi, c'est un gars, j'ai aucun doute, aucun doute. On peut jamais dire aucun doute et draft dans la même phrase parce que ça se fait pas, quoi. Mais pour moi, c'est un gars qui d'ici 2-3 ans, il est au Pro Bowl, quoi. Et tu le mets en guard, il est extraordinaire. Alors, je vais pas évoquer Quentin Nelson, c'est peut-être pas encore tout à fait à ce niveau-là, mais presque. On est vraiment pas loin. Et puis ensuite, tu vois, tu parlais de profondeur, tu en as cité quelques-uns, il y en a encore d'autres. Hein. Moi, j'aime beaucoup les Citus Smith de Virginia Tech ou le centre Stromberg d'Arkansas. Jamari Sawyer, c'est un bon exemple que tu as donné puisqu'il joue tackle avec Georgia, mais je pense que c'est pour aider Georgia parce que ils avaient quand même beaucoup de très bonnes recrues, des 4 étoiles, des 5 étoiles pour jouer tackle, mais qui finalement ne performent pas si bien qu'on aurait pu le penser. Et du coup, il laisse Sawyer en tackle. Mais en NFL, ça sera un très bon guard. C'est un peu comme Tyon Monfort qui a joué aussi tackle avec Ohio State, mais qui est là, il repassé guard, il sera guard à NFL. Et c'est un bon guard. Moi, cette QV, elle me plaît bien, moi. Ouais, moi, j'aime bien. On est d'accord. Bon, en tout cas, on attendra de suivre l'évolution parce que du coup, vous l'aurez compris, tout le monde au sein de la rédaction n'est pas tout à fait d'accord sur ce poste de l'année intérieure et ce sera assez intriguant de voir justement comment tout cela se développe, notamment début 2022, lorsque le processus draft s'enclenchera. On passe dès à présent en position 7 à 4.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Hasard de la mise en scène, la 7e position de ce Power Ranking, Jean-Mi, c'est la position de quarterback. Alors ça fait beaucoup parler la position de QB en vue de la draft 2022, peut-être pas pour les meilleures raisons. Du coup, pour toi, est-ce qu'on part sur de la valeur, de la profondeur ou du prometteur? Les deux derniers. Les deux derniers. Mais pas de valeur. Ouais, non. Ben, quand on disait que 2021 c'était vraiment une année pour prendre des quarterbacks, ben voilà, c'est parce que c'était vrai, quoi. Parce que non seulement il y avait de la valeur au top, il y en avait plusieurs qui étaient très très bons, mais en plus voilà, ils étaient 5 qui sont partis dans le top 15 et c'est pas pour rien. Si on prend les quarterbacks de cette année, si on les met dans la même draft que ceux de l'année dernière, ben moi je pense que le premier il est 6e quarterback. Voilà, les 5 de 2021 ils partaient avant. Après on peut toujours discuter, mais moi je vois pas trop de valeur. Il y a quand même des bons joueurs, mais ouais, c'est plus du prometteur et puis il y a de la profondeur parce qu'il y a des profils différents, ça peut être intéressant. Mais au top de cette QV, non, franchement, c'est... Alors, si tu veux, alors moi, je me suis posé la question, notamment sur la profondeur. Il y a beaucoup de points d'interrogation, notamment d'un point de vue santé, si je parle comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs un petit peu en retrait. Je prends un profil, par exemple, comme JT Daniels, qui est le quarterback de Georgia, en l'occurrence, qui est une énième bombe à retardement d'un point de vue blessure. On sait que Dylan Gabriel de UCF s'est blessé également cette saison. On a Phil Jurkovec de Boston College qui s'est blessé aussi. Donc c'est vrai que mine de rien, on se retrouve en effet sur plus un côté prometteur à mon sens, c'est-à-dire que je peux pas m'empêcher de me dire qu'on est plus ou moins dans une configuration similaire à 2018. Où on avait des quarterbacks très intrigants sur le papier. On a longtemps vanté cette classe et à la mi-saison, on a regardé, on a fait ouais bon, il y a Mayfield, il y a Darnold, il y a Allen, il y a Jackson, il y a Rosen. Mais concrètement, qu'est-ce que ça vaut sur le terrain? Et on se rend compte 3 ans plus tard que bah mine de rien, c'est pas forcément les mêmes choses auxquelles on pouvait s'attendre. Là, très clairement, combien de quarterbacks t'as draftable au premier tour pour toi à l'heure actuelle? Moi, j'avoue, j'en ai potentiellement, en admettant qu'on surévalue la position de quarterback, j'en vois potentiellement 4. Ah ouais, 4, carrément. Ah ouais. En partant purement oui. de la surévaluation du poste, hein, je le répète. Hein, vraiment sur le côté vraiment aspect projection de ce que peuvent voir les franchises dans ces joueurs-là. Oui, ça me choquerait pas parce que comme tu dis, c'est la position la plus importante, donc forcément. Et puis il y a des équipes qui sont en besoin parce qu'ils ont passé l'année dernière. On pense notamment aux Broncos, mais aussi à d'autres. Donc oui, c'est possible. Mais après, sur la valeur intrinsèque des joueurs, ouais, moi, il n'y en a pas beaucoup. Alors, évidemment, on va commencer à donner un petit peu des noms. Hein. Donc, Matt Corral, Ole Miss, je veux bien. Voilà, c'est ça. On développera vraiment la semaine prochaine, parce que vous doutez bien qu'on va commencer par les quarterbacks. Mais non, vas-y, je te laisse continuer. Oui, en effet, Matt Corral, Ole Miss, en effet, est un des principaux noms à ressortir. Voilà, ouais, mais voilà, une fois qu'on a dit Matt Corral, et encore, c'est pas Trevor Lawrence, attention, hein, voilà, c'est Matt Corral. Et une fois qu'on a dit lui, moi, je suis sûr qu'on peut citer 5 ou 6 noms et on sera d'accord sur 3 et en désaccord sur 3. Donc, c'est ça aussi, il y a beaucoup d'incertitudes, hein, que ce soit pour Malik Willis, il y en a qui vont l'aimer, il y en a qui vont dire, il fait pas les bonnes lectures. Moi, j'aime beaucoup Carson Strong. Je trouve que c'est un très bon quarterback, mais bon, on sait aussi qu'il y a des incertitudes avec son genou, on sait aussi qu'il joue à Mountain West, on sait pas trop. Desmond Ridder de Cincinnati, c'est pareil. Il a un beau gabarit, il a un bon bras, il est mobile, mais bon, est-ce que vraiment ça vaut un premier tour? Et Samuel hyper polarisant aussi à North Carolina. Voilà, tu me le lèves de la bouche, j'allais parler de Samuel, c'est ça aussi. On a vu l'année dernière, il a fait une année fantastique. Alors c'est vrai que cette année, il a plus son matos. puisque les deux running backs. Il y a eu un gros renouvellement offensif. Ouais. Voilà, et on voit qu'il est un peu plus en difficulté. Et puis, est-ce qu'une franchise NFL va vraiment miser un premier tour sur Samuel? Moi, je suis un petit peu sceptique. Alors, il y a un light riser en ce moment, c'est le nom à la mode, c'est Kenny Pickett de Pittsburgh. Mais bon, là aussi, moi, je le trouve pas exceptionnel. Est-ce que vraiment, si je suis un GM d'une franchise NFL, je me dis oui, ça va être lui mon avenir, ça va être lui mon. Ouais, je sais pas encore. Hein. Bon, en tout cas, on s'accorde moins bien sur le papier que la saison dernière. Ah oui, largement, oui. Je reviens à ton introduction de tout à l'heure. Donc, moins bien en tout cas sur le papier. Et je le répète, on développera en tout cas en détail tout ça la semaine prochaine, a priori, avec Victor et toi, dans la prochaine émission Draft. Le 6e de ce Power Ranking, c'est la position de safety. Alors moi, je te le dis tout de suite.
pour moi, c'est profondeur. Il y a un top joueur, mais je trouve cette position de safety étonnamment profonde. Ouais, je suis d'accord avec toi. Écoute, vas-y, développe. Bah écoute, il y a le principal nom forcément qui ressort, qui est celui de Kyle Hamilton, le safety de Notre-Dame, un véritable playmaker, un étudiant du jeu, comme on le traduit de manière un petit peu, comme on peut le traduire grossièrement en français. Mais voilà, c'est vraiment un QI foot, je trouve, très développé, un sens du placement, un run support extrêmement efficace. Donc c'est tout ce qu'on recherche dans le safety moderne. Et c'est un joueur qui est un playmaker né, qu'on a vu quelques fois en difficulté depuis le début de la saison, mais franchement, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs à retenir de la part du joueur des Fighting Irish, en espérant que sa blessure se remette assez rapidement. Après, derrière, encore une fois, c'est sûr que c'est un peu difficile d'identifier un deuxième safety vraiment d'impact. Mais je trouve qu'il y a quand même des profils assez intéressants. Voilà, si on reste sur des Jalen Catalan d'Arkansas, des Jordan Battle d'Alabama, moi, à titre personnel, je les ai vus quand même assez bas, mais c'est vrai que des Vernon McKinley à Oregon ou des Booba Bolden à Miami, moi, je trouve que ça peut largement faire l'affaire en NFL. Et je trouve qu'il y en a même dans des plus petits programmes, voire même en deuxième division universitaire. Je pense à Marquise Bell de Florida A&M. Il y a vraiment énormément de profils, énormément de densité où on peut faire, à mon sens, une bonne affaire, si on prend l'instant T, bien entendu, en se disant, si je prends un safety 5e, 6e tour, ça peut être un joueur qui peut mûrir plus rapidement que les autres. Ah ouais, c'est possible. Ouais, exactement. Ouais, un Rashad Wisdom, par exemple, de UTSA aussi, que tu peux prendre un petit peu plus tard. Voilà, il manque peut-être un petit peu de taille, mais c'est un très bon plaqueur. Il a de bons instincts. Ouais, il y a de très bons joueurs. Ouais. Mais même au top, tu vois, tu parlais de Catalone, avec ses instincts, lui, ses ball skills, mais il pourrait peut-être même arriver en fin de premier tour, hein, parce que vraiment, c'est un joueur qui est très très important pour défendre la passe. Et de la même façon, on a Brandon Joseph de Northwestern, qui avait fait une saison extraordinaire l'année dernière, mais cette année il est encore bon. Alors c'est vrai que par contre sa fac c'est plus pareil, ils font pas du tout la même saison cette année, mais lui il est toujours bon. Et ça c'est un type de joueur que franchement tu le prends entre 30 et 50, il peut avoir de la valeur, hein. Il est athlétique, il a de très bons instincts, et dans la NFL moderne ça peut faire l'affaire, hein. Un gars comme Jaquan Brisker aussi de Penn State, il y a vraiment de très bons joueurs. Oui, c'est une belle classe safety. Jackson Hill de Michigan, enfin on pourrait en citer plein, hein, mais franchement moi c'est vraiment une position que j'aime beaucoup. Et je pense que voilà, je suis très très curieux à titre personnel de voir ce que ça peut donner. Je sais plus combien je les avais classés à titre perso, mais ça m'étonnerait pas qu'ils aient été au-dessus de cette 6e place consensuelle. En l'occurrence, on reste en défense. Jean-Michel, déjà je t'ai pas demandé meilleur ou moins bon que l'année passée pour toi la classe de safety. Meilleur. Déjà parce que Kyle Hamilton, le top player, il est meilleur que l'année dernière. On parle d'un potentiel top 5, hein. Mais oui. Mais tu en as déjà parlé de ce joueur, je vais pas trop dire, mais voilà, il peut tout faire. Tu sais, des fois on parle d'arme offensive en attaque, mais lui c'est une arme défensive. Si tu as un cordeau défensif un petit peu imaginatif, c'est exceptionnel parce que un coup tu vas le faire défendre en profondeur, un coup tu vas le mettre dans la boîte, un coup il va se charger d'être le spy du quarterback, un coup il va se charger de surveiller le coureur. Enfin, il peut tout faire, donc il est exceptionnel. Et puis il y a la profondeur, donc oui, très belle classe. Donc 5e position, je le disais, on reste en défense et on va parler d'une autre classe assez bien fournie à mon sens, c'est la position de linebacker. Qu'est-ce que tu retiens le plus, la valeur, la profondeur ou du coup le côté projection, côté prometteur? Pour moi, c'est la valeur. Pour moi, il y a quand même pas mal de valeur. Alors attention, je parle de valeur. L'année prochaine, à la draft 2022, il n'y aura pas de Micah Parsons, par exemple. Voilà. Il nous manque le joueur exceptionnel qui est vraiment un démon, qui est extraordinaire. Voilà. Cette année, il y sera pas. Mais par contre, il y a plusieurs joueurs, plus que l'année dernière, qui sont vraiment des joueurs très solides, qui pour moi valent facilement un début de second tour, voire une fin de premier tour, parce qu'ils sont vraiment très bons. On parle des Christian Harris d'Alabama, des Devin Lloyd de Utah, Nako Bedin de Georgia, Brandon Smith de Penn State. On a même un DeMarvion Overshown qui a ce profil-là, qui est vraiment fait pour la NFL moderne, c'est-à-dire qu'il est très bon en couverture, c'est un ancien safety, etc. Ouais, genre de donc, Texas, donc cette QV au niveau valeur, elle est bien. Et puis après, bon, alors, la classe de linebacker, c'est comme les QV de running back, c'est-à-dire que tous les ans, il y en a des bons. C'est aussi pour ça que les franchises, elles se jettent pas dessus dans les premiers tours, parce qu'on sait qu'après, il y en a plein. Les Henry Toto, les Jack Sanborn, les Juan Papo, même un Koe Walker de Georgia. C'est vrai qu'à Georgia, on voit surtout Nako Bedin, mais Koe Walker, ce qu'il fait à côté, c'est quand même pas mal. Il est athlétique, il est rapide. Voilà, ça, c'est un joueur que tu prends au 4e, 5e tour et tu sais qu'il va jouer. Donc, non, c'est une très belle QV. Moi, j'aime bien la QV de linebacker de cette année. Ouais, tout à fait. Ouais. À Penn State, hein, je le répète, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de Brandon Smith, qui a vraiment un profil hyper atypique, très grand, enfin, en couverture, qui peut être vraiment un joueur extrêmement précieux dans la NFL moderne. Mais voilà, le boulot ici d'un Ellis Brooks, sur le deuxième rideau, je trouve ça vraiment assez impressionnant aussi.
Bon, Nakobidin, moi je trouve qu'il y a quand même client. Moi, quand tu vois l'impact qu'il a, on rappelle, c'est quand même le patron de la défense de Georgia, numéro 1 au pays et qui est encore hyper impressionnante cette année. Ça préfigure pas ce qui va se passer en NFL. Mais ouais, je trouve que d'un point de vue appel de jeu, rapidité, etc., je trouve que c'est vraiment un joueur hyper impressionnant. Je ne serais pas étonné qu'il soit top 15 à titre perso, même s'il a pas un physique qui joue pour lui. Voilà, je m'avance encore un petit peu, mais voilà, je rejoins tout ce que tu as dit au préalable. Donc, du coup, est-ce que c'est meilleur que l'année dernière? Oui, moi je pense, ouais. Alors, oui, il n'y a pas Micah Parsons. Voilà. Au top, il n'y a pas le super méga linebacker. Si on prend en termes de densité, c'est quand même un peu meilleur. Il y a moyen de faire plus de bonnes affaires. Ah ouais, moi je trouve, ouais. Et tu vois, tu disais Nakobedin, mais c'est clair, il y a une chose dont on est certain, c'est qu'en NFL, ce sera un linebacker équipé de l'oreillette, tu sais, avec le green dot, la pastille verte derrière le casque, parce que voilà, c'est un leader, il est intelligent, il transmet les jeux, et puis il sait tout faire, donc ouais, c'est une valeur sûre. Tout à fait. On termine avec cette deuxième partie, en tout cas avec le 4e de ce Power Ranking. On revient en attaque avec la position d'offensive tackle. On sait que c'est toujours une position qui divise de par les motifs que j'évoquais tout à l'heure, à savoir la capacité vraiment à jouer purement sur l'extérieur de la ligne à l'échelon supérieur, notamment côté aveugle, parce que c'est toujours là où ça peut occasionner des gros contrats, notamment pour les intéressés. Là, j'avoue, en tout cas, je sais pas ton avis là-dessus, mon petit Jean-Mi, il y a quand même des tackles assez intéressants. J'irais peut-être plus sur valeur, moi, de mon côté. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Ah, tu vois, j'étais parti sur profondeur, mais ouais, pourquoi pas. Parce que moi, du coup, je trouve qu'il y a 3 beaux bébés qui peuvent largement être top 10 et qui peuvent être des bons tackles. Je sais pas si on est au niveau, je vais pas dire de bêtises, du coup, c'est la draft 2020 où on a tous les Becton, Wirfs, tout ça, Wills. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est 2020. Je serais pas étonné qu'on soit dans ce cas de figure-là, notamment avec les 3 principaux noms, que sont Evan Neal d'Alabama, Charles Cross de Mississippi State et Ikem Ekwonu de NC State, que moi, personnellement, je considère comme un tackle. Il y en a un 4e, bien entendu. Je sais pas si tu vas en parler, mais, voilà. Le Nicolas petit frère d'Ohio State, également, qui peut être considéré, que je vois peut-être plus à droite dans un premier temps, mais ça, encore une fois, on aura le temps de voir ce que ça donne. C'est quoi ton avis, toi, là-dessus? Du coup, tu irais plus sur profondeur, en l'occurrence? Ouais, j'allais plus sur profondeur. Et tu vois, c'est pour ça aussi, je voulais te laisser parler en premier, parce que je voyais pas les 3 dans lesquels tu parlais, en fait. Alors, j'étais sûr sur Evan Neal. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu passer une stat tout à l'heure, c'est incroyable. La stat, c'était 351 situations de passe en protection et 0 sac concédé. Voilà, c'est incroyable. Je le dis tout de suite, si on parle de main violente, Evan Neal se place là. Je ne dis que ça. C'est ça, c'est un monstre. Donc lui, ouais, c'est une vraie certitude. Mais après, je trouve que justement, il y en a 5-6 dont on pourrait discuter de mettre celui-là en premier ou celui-là, etc. C'est vrai que moi, en deuxième, je ferais partie de suite sur Nicolas petit frère d'Ohio State. Tu vois, tu en as parlé en 4e. Donc déjà, il y a discussion. Après, on pourrait parler aussi de Darian Kinnard de Kentucky. On pourrait parler de Shane Ryan du CLA. Moi, j'aime beaucoup Rashid Walker aussi de Penn State. Après, je suis d'accord. Charles Cross, il est incroyable. Il est hyper athlétique, il est agressif. C'est vraiment un très très bon tackle. Mais j'étais pas encore certain que voilà, ça soit vraiment à le mettre avant les autres. Mais pourquoi pas, ça se discute. Mais je pense que lui au combine, il pourra marquer des points justement. Ouais, non, mais après, je parlais tout à l'heure des quarterbacks où on peut en avoir 4 surévalués, on va dire, donc draft au premier tour. On rappelle que la position de tackle, c'est toujours une position entre guillemets de confort en fin de premier tour. Et que si on trouve peut-être pas son bonheur dans une classe qui reste quand même relativement homogène sur beaucoup de positions, on va peut-être se dire, bon, tant qu'à faire, autant protéger son QB. Et là, en l'occurrence, il y aura peut-être quelques affaires à faire. On sait qu'il y a quelques noms qui grimpent. On n'a pas cité un nom important, mais il y a l'imposant Trevor Penning de Northern Iowa en 2e division universitaire, où là, pour le coup, ce sera très intéressant de voir ce qu'il peut donner contre une compétition 1A, donc première division. Et puis d'autres profils encore, voilà, ou des profils physiques type Daniel Faalale de Minnesota, ou des profils athlétiques type Zion Nelson de Miami, voir concrètement ce que peuvent apporter ces joueurs, voilà, sur le plateau. Mais je te rejoins, voilà, c'est sûr qu'il y a une profondeur indéniable. Après, il faut se mettre d'accord sur le haut du panier. Et là, pour l'instant, il y a encore quelques petits points à élucider. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette deuxième partie. C'est l'heure à présent, Jean-Mi, du tiercé gagnant, le trio de tête de ce Power Ranking.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Et on commence par le numéro 3, la position de receveur. Ça devient presque une coutume année après année, Jean-Michel, cette classe de receveur. Elle fait souvent rêver, en tout cas, c'est extrêmement glamour sur le plateau. Je vais le dire tout de suite parce que je pense que t'es pas loin de mon avis là-dessus. Je suis plus parti sur de la profondeur, mais il y a beaucoup de talent, justement. Voilà, non mais exactement, moi je suis d'accord avec ça, ouais. C'est pour la profondeur en fait. La valeur de cette position, pourquoi elle est troisième, c'est parce qu'il y a énormément de très bons joueurs. Après, au top de la classe, est-ce qu'il y a un joueur qui est comparable à Ja'Marr Chase qu'on avait l'année dernière, comparable à Devonta Smith qu'on avait l'année dernière, comparable à la QV précédente avec Jerry Jeudy, Henry Ruggs, CeeDee Lamb, Jefferson, etc. Non plus, je crois pas. Là, quand on regarde les mock drafts, souvent le premier receveur que l'on voit, c'est Garrett Wilson d'Ohio State. Et oui, il est très bon, il est explosif, il a des bonnes mains, etc. Il est très bon. Mais est-ce qu'il vaut vraiment un choix du top 5 comme l'a été Ja'Marr Chase? Je pense pas. Par contre, niveau profondeur, Il y a beaucoup de speedsters dans cette draft. C'est vrai que c'est devenu un petit peu une tendance. Beaucoup de profils un petit peu Kadarius Toney la saison passée. Enfin, tu me diras, Devonta Smith, voilà, il savait faire énormément de choses. Ça peut être un excellent receveur de possession, mais il a aussi cette capacité-là. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de profils relativement, enfin, pas forcément des profils très grands, mais des joueurs qui vont extrêmement vite et qui va être très difficile à rattraper en yards après réception. oui, c'est vrai, genre Jean Dodson de Penn State ou John Mechie d'Alabama. Oui, mais il y a aussi des costauds, il y a un petit peu de tout, hein. Oui. Il y a des très rapides, mais aussi des costauds, des gars comme David Bell qui est extraordinaire, des gars comme Treylon Burks qui est encore plus costaud pour les catchs en 50, contestés en 50-50, il est extraordinaire. Drake London du USC, s'il revient bien de sa blessure. Il y a beaucoup de monde. Après, il y a tous les profils en fait. C'est pour ça que c'est une très belle classe. Quand il y a un profil un peu hybride avec Chris Olave d'Ohio State justement. Donc voilà, qui est plus dans le profil spécialiste de tracé et vraiment receveur de possession pure, mais en tout cas qui peut être extrêmement précieux en zone rouge. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de, enfin il y a de quoi en tout cas en fonction du profil de receveur qu'on cherche là aussi se frotter les mains dans les 2-3 premiers tours. Voilà, j'ai pas parlé de Wendell Robinson de Kentucky, mais qui je pense peut être pour moi, ça peut être un premier tour en puissance. Pour un joueur qui a longtemps déçu du côté d'Arkansas, je pense que c'est typiquement le genre de profil où une équipe NFL peut être séduite. Mais ouais, il y a énormément de possibilités et c'est en ça que forcément la profondeur est indéniable. Du coup, si je suis quand même ton raisonnement et un raisonnement duquel je suis pas très très loin, on part quand même sur une draft un peu moins séduisante que l'an passé, en tout cas pour les principaux noms. Ouais, moi je pense, enfin. Ouais, après il faut voir comment le process, etc. Comme tu disais, Wendell Robinson, c'est vrai qu'on l'attendait beaucoup à Nebraska, et puis bon, là depuis qu'il a Kentucky, c'est quand même mieux, donc peut-être il pourra marquer des points, mais moi je pense que dans les 15 premiers choix de la draft, je suis pas certain qu'on voyait un receveur. Par contre, entre 15 et 32, là je pense qu'on peut en voir 4 ou 5. Même certains qu'on n'attend pas forcément en ce moment, tu vois, moi il y en a un qui m'intrigue beaucoup, par exemple, c'est Jameson Williams d'Alabama. Oui. Parce que il fait penser quelque part à Devonta Smith. Il a à peu près le même gabarit, il est grand, il est longiligne, il est très rapide. Ce qui fait avec Alabama que c'est extraordinaire. Et puis ensuite, oui, comme tu as dit, dans les autres tours, il y a beaucoup de joueurs. Des Jacoby Robertson de Wake Forest, des Romeo Doubs de Nevada. Vraiment, c'est une très très belle cuvée. Donc il y a de belles choses à faire. Mais je pense qu'au top, il faut pas partir sur receveur. Il faudra plutôt partir sur tackle ou sur les deux positions qu'on va évoquer ensuite, quoi. Tout à fait. Bon, on va aborder la deuxième position, des joueurs qui vont croiser des receveurs assez souvent sur les terrains a priori. La position de cornerback et pas mal de bonnes affaires à faire. Alors, il y avait notamment un nom qui revenait beaucoup sur pas mal de lèvres, c'était celui de Derek Stingley d'LSU. Manifestement, il n'est pas seul, Derek Stingley. Du coup, est-ce qu'on part sur de la valeur ou vraiment de la profondeur, vu ce qu'on a l'air de voir de cette position de corner? Ah, je dirais la valeur quand même. Je dirais quand même la valeur parce qu'ils sont plusieurs. C'est vrai que Derek Stingley, on peut pas l'ignorer.
Parce que il a des qualités extraordinaires au niveau athlétique, au niveau instinct. Ce qu'on a vu de sa saison freshman, c'était tellement fantastique qu'on peut pas l'ignorer. Après, on peut pas non plus oublier que la saison dernière, c'était moins bien et que cette année, il est blessé. Donc forcément, ça risque de le faire un petit peu glisser. Mais par contre, quand on regarde les autres, moi, je pense par exemple à Sauce Gardner, à Matt Garner de Cincinnati. Pour moi, c'est le cornerback numéro 1. C'est moins un freak athlète comme peut l'être Stingley, mais pour moi, c'est vraiment le numéro 1. J'étais très étonné d'ailleurs de le voir très très bas sur certains big boards, parce que c'est vrai que si on cherche un corner physique vraiment, là aussi, on va peut-être expliquer que l'adversité est peut-être un petit peu moindre. C'est sûr que les receveurs dans la conférence américaine, c'est peut-être moins pourvu que dans la Big Ten ou dans la SEC cette saison. Mais en l'occurrence, oui, il y a gros talent. Si tu me permets juste un autre joueur également dont on parle relativement peu, je trouve, bon, qui est quand même bien considéré, mais qui est peut-être pas considéré aussi haut. Roger McCreary d'Auburn, je pense qu'il se place là. Ouais, exactement. Ouais. Moi, je le vois plus comme un deuxième tour, mais oui, il a vraiment des qualités, quoi. Mais il y a une belle profondeur aussi, parce que si on parle de ces joueurs ces joueurs-là qui devraient partir après le top 50 ou juste border top 50, tu peux rajouter Darian Kendrick, par exemple, qui fait une très belle saison aussi, un Trent McDuffie de Washington. Mais cette QV, il y a quand même de la valeur, parce qu'on a parlé d'Amatt Garner, qui est extraordinaire, Derek Stingley, qui a un super potentiel. Mais on n'oublie pas non plus Andrew Booth de Clemson, qui joue très bien, qui lui aussi a les deux, il a le potentiel athlétique, mais aussi les instincts. On peut parler de Kaiir Elam, qui est pas toujours, il fait des erreurs, etc. Mais il a tellement un gros potentiel que pour moi, ça peut être un premier tour. Et ensuite, oui, il y a de la profondeur, des joueurs dont on parle moins, mais comme Alante Taylor de Tennessee ou Caleb Evans de Missouri, Martin Emerson aussi en SEC. Enfin, pour moi, cette classe, elle est même meilleure que l'année dernière, où pourtant on avait Surtain, on avait Horn, on avait Newsom, on avait du très solide, mais cette année, en 2022, ça va être vraiment très costaud. Ouais, je pense qu'on peut avoir facile au moins 5 corners au premier tour. Hein. Je pense. Ouais, oui. C'est facilement possible. Là aussi, fin de premier tour, généralement les corners, on aime pas mal. Si on a des hésitations, ce serait pas étonnant que dans la NFL moderne, on se dise que c'est pas forcément une mauvaise idée de protéger les lignes arrière. Exactement, surtout qu'il en faut toujours 3 au minimum d'alignés sur le terrain. En fait, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Il y en a toujours au moins 3 d'alignés. Donc, ouais, exactement. Ils vont partir les corners. Il y a de la qualité, c'est une position premium. Il y a des bons joueurs, donc oui, ça va partir assez tôt, je pense. Si vous avez bien calculé votre coup, il reste donc une position dans ce top 11 et alors c'est souvent une position qui revient dans les principaux postes, mais alors là cette année en 2022, on va être quand même assez gâtés. Jean-Mi, les edge rushers sont donc numéro 1. Edge rushers, c'est donc defensive end 43, outside linebacker 34. On réunit tous ensemble tout ce qui est capable de nuire à un quarterback, grosso modo. Et il y a du beau monde. Je sais pas si tu vas partir forcément sur valeur, mais en tout cas, si c'est pas un quarterback qui est drafté numéro 1 cette année, il y a quand même de très fortes chances que ce soit un edge rusher. Ouais, c'est ça. Et j'hésitais entre valeur et profondeur parce que il y a de la profondeur, on va en parler, mais il y a aussi de la valeur parce que surtout quand on compare à l'année dernière, ça nous manquait ça. Alors certes, au premier tour, il est parti Jalen Phillips, on a eu Kutipai, ce sont de bons joueurs, de très bons joueurs, il n'y a pas de problème. Mais le joueur auquel tu évoques là, c'est Kevin Thibodeau d'Oregon, c'est quand même largement au-dessus. Alors après, j'hésitais quand même parce que si on regarde les autres QV, je veux dire, pour moi, Kevin Thibodeau, je suis pas certain que ce soit exactement au même niveau que Chase Young. Non, je suis pas certain. Est-ce qu'il est vraiment au même niveau que Nick Bosa sans les blessures? Je suis pas certain non plus. Mais il est quand même dans cette classe-là. C'est pas non plus Myles Garrett, mais c'est quand même un très très bon joueur et c'est bien mieux que ce qu'on avait l'année dernière. Ouais. Donc déjà, il y a de la valeur. C'est un gros volume de jeu. C'est un joueur qui est excellent sur le run-stop, très clairement. C'est un joueur qui peut jouer à l'extérieur et à l'intérieur. Bon, sans présager, parce qu'encore une fois, on développera dans un podcast consacré, mais voilà, il y a peut-être une panoplie de moves à perfectionner le concernant, je trouve. Mais très franchement, c'est sûr que c'est un énorme talent et très clairement, c'est difficile de se dire parce que je suis quasiment sûr qu'au combine, il va tout péter. Si, bien entendu, il faut lui souhaiter, il n'y a pas de problème de blessure qui l'empêche d'y participer parce qu'on rappelle qu'il a une blessure en début de saison. Mais voilà, c'est un énorme talent et ce sera bien entendu un joueur à surveiller dans le processus draft pour vraiment asseoir définitivement ce potentiel statut de numéro 1. Après, derrière, voilà, je reviens là-dessus, mais on a du top 10, voire du top 5 en puissance. Entre Aidan Hutchinson et éventuellement George Karlaftis, même si je sais que d'un point de vue physique, il conviendra pas forcément à tout le monde. Mais en tout cas, il y a énormément de bonnes affaires à faire dans le top 10 et au premier tour en règle générale.
Ouais, ben les deux du top 10, tu les as donnés, hein. Hutchinson, ouais, il est extraordinaire, hein, je veux dire, il est explosif, il est puissant, il est, et puis moi, j'adore George Kalaftis aussi, le grec, de Purdue, qui est très, très bon, je le vois vraiment dans une 43, un defensive end costaud, qui contrôle un côté, mais qui sait aussi mettre la pression, il est athlétique, il a tout ce qu'il faut, et en premier tour, oui, il y a encore du potentiel pour pas mal de joueurs, hein, que ce soit un Drake Jackson du SC, que ce soit même un Mike J. Sanders de Cincinnati, on a des costauds comme Nagbare de South Carolina, on a des tout fins comme Nick Bonito d'Oklahoma ou Adam Anderson de Georgia, s'il s'en sort de ses petits soucis là. Oui, il on a a des problèmes d'allégation d'agression sexuelle, ouais, qui ouais, traînent toujours. Donc, d'ailleurs, alors on enregistre, il s'est présenté, il s'est rendu à la police pour entamer le processus judiciaire. Voilà. Après, pour l'instant, on attend d'en savoir plus, mais c'est sûr que, ouais, ça joue pas en sa faveur très très clairement d'un point de vue purement sportif, même si c'est pas la principale problématique de cette affaire. non, c'est clair. Mais après, il y a même de la profondeur, des gars à prendre au troisième tour qui ont beaucoup de talent, hein. Je pense à Jermaine Johnson, par exemple, de Florida State, ou peut-être même un Amare Bardo de Virginia Tech. On jette un peu des noms comme ça, on développera un petit peu plus, mais il y en a plein, quoi. Plus costaud, Isaiah Thomas d'Oklahoma, Ocean Matisse qui déborde. Moi, j'aime beaucoup aussi Will McDonald. À Iowa State, voilà. Alors lui, il est peut-être un petit peu léger, tu vois, mais tu le mets dans une 3-4, outside linebacker, tu le mets quand même dans un premier temps un pass rush spécialiste, c'est-à-dire que vraiment il va être chargé d'aller attaquer le quarterback et il le fait très très bien. Donc il y a vraiment beaucoup de monde et c'est pour ça que cette classe, on la met numéro 1 parce que à son top, il y a un super joueur qui est Kevin Thibodeau. Derrière lui, il y en a deux qui sont très très bons, qu'il est d'autres années pour être pris dans le top 5, qui le seront peut-être d'ailleurs cette année, comme Hutchinson et Karlaftis, et puis ensuite il y a encore du monde. Donc ouais, c'est une très très belle cuvée. Voilà. Et donc je le disais, on développera, mais oui, en tout cas, grosse classe à suivre. Et je vais le dire très franchement, autant il y a eu beaucoup de désaccords entre guillemets sur d'autres positions. Edge rusher, ça a été classé numéro 1 par tout le monde. Donc voilà, si vraiment votre équipe est en recherche de pass rusher, il y a de très fortes chances qu'elle fasse une bonne affaire. Sur le papier, en tout cas, parce qu'encore une fois, hein, la draft n'est pas une science exacte, ça se saurait depuis le temps. En tout cas, il y a de fortes chances qu'elle fasse une bonne affaire au mois d'avril prochain. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire pour ce Power Ranking donc des positions en vue de la draft 2022. Merci encore Jean-Michel d'avoir été en ma compagnie. Je rappelle pour ceux qui voudraient te suivre et converser avec toi sur Twitter @zappa13009. Ça n'a pas changé. Donc, pour revenir sur tes différentes analyses de la draft, a priori, tu seras avec nous la semaine prochaine, mais du coup avec Victor, pour analyser notamment la position de quarterback. Et on l'a dit, c'est pas aussi glamour que la position d'edge rusher, mais il y a des choses en tout cas à dire. D'ici là, en tout cas, merci à tous d'avoir été en notre compagnie. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission draft. D'ici là, vous aurez bien entendu le débrief de la prochaine semaine de NFL avec également la preview à venir. Toute l'actu de la NFL, c'est en tout cas sur touchdownactu.com. À très vite sur les antennes de TVA. Salut à tous. Allez, bye tout le monde. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.